Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Malaise dans la civilisation. Non, c'est pas d'hier. Un certain Sigmund Freud écrivait ce livre, Capital bien sûr, en 1930. Un siècle plus tard, alors les malaises, le progrès, tout va bien, il n'y a plus de malaise dans la civilisation. Tout va très bien dans une France, une Europe, un monde apaisé, débarrassé de toutes ces crises, plus de problèmes, mais en fait, allez, sortons du cliché, sortons de l'image d'Épinal et regardons ce qui se passe. Ce qui se passe aussi, c'est une forme, appelons-le quoi, gouverné par le chaos, managé par la peur, en tout cas l'inventaire des peurs. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment où il n'y a guère, on était confinés par le Covid, où on nous parle du climat qui va faire des milliards de morts, en tout cas certains le disent, et des guerres évidemment qui éclatent un peu partout, aujourd'hui de l'aide à mourir, effectivement, parce que voilà, on a besoin d'aider à mourir, d'aider à vivre, oui, on en parle, mais peut-être un peu moins. Et puis, on va en parler avec quelqu'un que nous avons toujours plaisir à recevoir, qui est Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle Dupont. Bonjour André. Psychologue, je rappelle... tous vos livres, vous en avez écrit plusieurs, mais le dernier, le plus récent, c'est Délesté du poids du passé, édition Erol. C'est bien, c'est une réédition du tout premier, en fait. Mais le dernier concerne un peu le sujet d'aujourd'hui, puisque c'est être parent en temps de crise, avec une première partie qui est très politique. Oui, j'allais le citer, effectivement, être parent. Et puis, je rappellerai L'Antimère, qui est un livre qui a fait très légitimement beaucoup de bruit. Alors, Marie-Estelle Dupont, moi, je voudrais qu'on fasse justement une espèce de tour d'horizon avec vous, avec la psychologue que vous êtes, parce que c'est bien interroger le mental. Après tout, on parle géopolitique, on parle économie, on parle de tout ça, on parle des rapports de force. Mais il y a comment ça se répercute. Ça se répercute. C'est dur à dire. Le problème, oui, ça se répercute chez nous, dans notre esprit, dans notre mental, etc. Et je pense à ce que nous avons vécu pendant le Covid, je pense à ce que nous vivons encore maintenant avec le climat, etc. Je pense, encore une fois, à tout ce qu'on a dit aux guerres, et surtout à ce qui s'est passé récemment avec la loi, effectivement, sur l'aide à mourir. Et enfin, sans vraiment faire un inventaire à l'après-vert, l'insécurité, ce qui s'est passé aux Champs-Élysées à Paris lors de la Coupe du Monde. Donc, qu'est-ce que ça signifie, ça, Marie-Estelle Dupont ? Alors, merci de rappeler qu'effectivement, il y a un impensé dans notre manière d'analyser les choses, en tout cas dans l'espace public. En France, ça m'avait frappé d'ailleurs au moment du Covid, c'est pour ça que j'avais saisi l'opportunité d'être présente sur des antennes. L'impensé, c'est la psyché individuelle, c'est-à-dire qu'on a des clés de lecture économiques, géopolitiques, etc., oui, d'analyse, voilà. Mais alors médicale et statistique, ça à non plus pouvoir. Mais la dimension de la psyché est un impensé, et on ne peut pas comprendre ce qui est en train de se passer, je pense, si on n'a pas à l'esprit qu'il y a une forme, pour moi, d'effondrement psychique de l'homme contemporain dans les sociétés occidentales. Et quand je parle d'effondrement, je parle pas... Effondrement, carrément. Vous dites, oui, ouais. C'est un effondrement psychique, non pas au sens où on se mettrait à pleurer, quoique vu le nombre de dépressions, on pourrait se poser la question, mais un effondrement au sens où la colonne vertébrale psychique, en fait, au niveau collectif, a été très abîmée de manière progressive, particulièrement depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais en réalité ça a commencé pour moi avec les Lumières, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'être humain a voulu se définir comme le début, la fin et le centre de tout, il s'est retiré la verticalisation par le sacré, et donc tout est devenu possible. Alors ça a pris un tournant majeur avec mai 68, avec Il est interdit d'interdire, et d'ailleurs tu citais Malaise dans la civilisation de Freud, et dans les années 50, Herbert Marcus fait une synthèse des travaux de Freud, l'homme unidimensionnel, et des travaux de Marx, et écrit Héros et civilisation, qui m'avait beaucoup frappé quand je l'avais lu en terminale, parce qu'en réalité, lui, c'est un homme qui va porter l'idéologie de mai 68, où en fait, il va dire que le refoulement c'est mauvais, et qu'effectivement, il faut jouir sans entrave, et il est interdit d'interdire. Sauf qu'une civilisation, c'est quoi ?
Une civilisation, c'est ce que une société, c'est ce que mettent en place les grands mammifères pour maintenir la survie de l'espèce. Et donc, ça se structure avec des grands interdits. Dans ces interdits, il y a l'interdit du meurtre. On est en train de revenir dessus de proche en proche et sous prétexte de faire le bien des gens. L'interdit de l'inceste, la différence des sexes, la différence des générations. Et on voit bien comment toute cette architecture, cette ossature de la psyché collective a été progressivement abîmée. Comment les cadres symboliques, la famille, ça a été très abîmé. Le problème, c'est que une fois que ces cadres sont érodés, quand il survient une crise, l'État a d'autant plus de pouvoir pour imposer une doxa uniforme que les citoyens ne sont plus en capacité de faire fond sur leurs ressources à la fois communautaires, de liens de voisinage, etc., et de liens psychiques. Et quand tu associes ça à la baisse de l'instruction depuis 40 ans, où tu t'aperçois que le champ lexical, en fait, est extrêmement réduit, tu comprends que ce sont des méthodes en apparence démocratique, mais en réalité qui n'ont rien à envier à l'URSS, où on a camouflé, escamoté une partie de la réalité, simplement en ne pouvant plus la nommer parce que les gens n'ont plus les éléments de langage pour penser ce qu'ils vivent. Et moi, je l'ai vraiment vu. Etc., Les gens me disaient pendant la crise, mais c'est peut-être moi qui n'ai pas compris, je me sens mal, mais peut-être que c'est moi je devrais pas me sentir mal. Et ils se sentaient coupables d'avoir encore un appareil à sentir et un appareil à penser ce qui se passait, tu vois. Voilà, c'est un début de réponse, mais je vais te laisser. Oui, mais non, mais justement, par rapport à ça quand même, parce que là, tu vas loin, on va se tutoyer, puisqu'on se tutoie, on va pas, même si... On va pas faire semblant. On va pas faire semblant. Non, mais Marie-Estelle Dupont, la chose, c'est que tu remontes aux Lumières, tu remontes effectivement à 68, etc., d'accord. Mais enfin, il faut dire aussi que dans les sociétés verticales, dans les sociétés transcendantales, religieuses, etc., il y avait quand même aussi les mêmes failles, et les mêmes failles, d'autres failles, mais aussi importantes. Les interdits étaient peut-être très intéressants, mais les refoulements étaient terribles, les oppressions étaient terribles. Est-ce qu'on peut opposer, est-ce que c'est vraiment ça la lecture, ou c'est au contraire cette espèce d'acceptation justement de l'individu roi en supprimant tout le reste, donc la biologie, etc., pas seulement la religion. Je ne suis pas en train de faire l'apologie du patriarcat ou de la monarchie. Je suis en train de dire que pour comprendre ce qui s'est joué au moment du Covid, et dont la gestion doit quand même nous servir de paradigme. Quand les gens me disent mais le Covid c'est fini, non, ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est le paradigme, c'est le mindset qui doit nous permettre de comprendre la gestion de toutes les autres crises. Tu vas décliner sur le climat, sur la guerre, sur tout. On a réduit à peau de chagrin le débat public en l'hystérisant, c'est-à-dire t'es pour ou t'es contre. Il n'y a plus de nuances possibles. Il y a cette confiscation de la disputatio. Sauf qu'en démocratie, la disputatio, le fait d'argumenter, le fait de ne pas être d'accord, le fait peut-être de repartir de la discussion à un autre endroit du curseur parce que l'autre t'a opposé des arguments et que finalement tu as changé un peu ton point de vue. Si ça disparaît, t'as plus d'espace de catharsis de la violence. Et donc cette violence, elle va aller s'agir. Elle va s'agir dans la rue, mais elle va s'agir aussi au niveau des instances législatives qui vont être dans des logiques extrêmement binaires où finalement... Ce que les singularités devraient nous faire avoir à l'esprit n'existe plus. Je prends l'exemple du Covid où le fait qu'un père ne puisse pas aller voir son fils atteint d'un cancer à l'hôpital mourant, que dans les EHPAD on puisse pas visiter des gens qui faisaient des syndromes de glissement, que des cantines scolaires dans des territoires veuillent maintenir la possibilité pour les parents très, très précaires financièrement que les enfants mangent à l'école. La bureaucratie, la centralisation très jacobine de l'État ne l'a pas permis. Donc il y a une confiscation de tout ce maillage dans la société qui fait la vitalité, qui fait les ressources de chacun. Mais ça, pour moi, si tu veux, c'est aussi la conséquence du fait que les citoyens ont été petit à petit dépouillés de leur incitation à penser par eux-mêmes en se reposant sur un État tout-puissant, notamment par la baisse de l'instruction, aussi par le divertissement de masse. Qui a beaucoup abruti. On est un peu à Panem et Circenses quand même en ce moment. Pardon. Mais alors la question que je pose à la psychologue, pourquoi et comment, pas comment d'ailleurs, ou comment on sait, pourquoi se sont-ils laissés dépouiller alors qu'on disait l'Occident, les citoyens les plus avancés, les plus analphabétisés, les plus conscients, les plus lucides, les plus instruits, etc., etc.
Parce que on a joué sur des ressorts, on avait fait une émission avec toi d'ailleurs sur le management par la peur. En fait, en démocratie, c'est ce que Roland Gori explique, on n'interdit pas, on empêche. On nous a en apparence laissé des choix qui en fait étaient tellement coûteux qu'on n'avait pas le choix. C'est-à-dire que la menace d'être ostracisé dans l'entreprise, la menace d'être culpabilisé, montré du doigt parce que si t'étais sorti quand t'avais 20 ans, réviser tes examens chez un voisin, t'aurais pu tuer papy et mamie. Enfin, il y a eu vraiment des ressorts, des glissements sémantiques et des ressorts dans le langage de culpabilisation de ce qu'on appelle en psychologie le gaslighting, c'est-à-dire on fait croire à l'autre qu'il est malade alors qu'en fait on le rend malade, qui ont vraiment mis sous emprise les cerveaux d'un grand nombre de gens. Ça a aboli leur discernement, ils ont été pris dans la sidération. Enfin, tu sais, le 16 mars, on a quand même tous été surpris. Hein. Rappelle-toi, les restaurateurs avaient 4 heures pour vider les congélateurs. Et donc, cette sidération... C'est pas préparé, ça, c'était cette sidération, quand tu es dans une sidération traumatique, déjà, tu n'as plus de recul. Ton amygdale cérébrale, elle est tellement en alerte que ton cortex frontal n'arrive plus à discerner, à raisonner. Tu n'as plus le jugement... Et puis après, tu rajoutes des louches et des louches de communication politique avec ces espèces... Moi, j'avais l'impression d'être dans un laser game géant, testé, tracé, isolé. Puis après, ils nous l'ont fait sur l'écologie, différer, éteindre, je sais pas quoi, là, sur les sèche-linges. Qu'en fait, tu arrives plus à penser. Et donc, les gens n'arrivaient plus à faire ce pas de côté. Et comme les crises se succèdent aux crises, parce que ça fait 40 ans, enfin, moi, quand j'étais gamine, Chirac nous parlait déjà de crise. Les crises se succèdent aux crises. En fait, le mot crise, il allume dans ton cerveau urgence. Oui. Donc, je ne pense pas, j'obéis. Je suis dans la panique. Et donc, ça sidère les capacités de discernement. Donc, en fait, si en plus de ça, les jeunes générations arrivent avec très très peu de culture historique, de culture... Enfin, aujourd'hui, les jeunes médecins, ils n'ont pas étudié l'anthropologie, ils n'ont pas fait leurs humanités. Quel rapport ils vont avoir à la mort quand ils voient des jeunes de leur âge mourir alors qu'ils sont encore étudiants, tu vois? On leur fait pas travailler ce truc-là. Donc, évidemment qu'ils sont vulnérables à une emprise idéologique qui est très 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 bien rodée sur plein de sujets. Alors justement, on va en parler, on va continuer à en parler, parce que ce qui est absolument passionnant, c'est qu'on est entré, il faut le dire, en état de sidération, quelque part, et on va parler ensuite sur comment on peut en sortir, et en tout cas, quelles sont les armes, déjà les armes du cerveau, les armes de la psyché, les armes de l'inconscient, quelles sont nos armes là-dessus? On va faire l'inventaire avec Marie-Estelle Dupont, tout de suite après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Bon exemple de pervers. Marie-Estelle Dupont, malaise dans la civilisation et malaise évidemment avec un S. Parce que quand on voit ce qui se passe, on a commencé à parler de ce management par le chaos, de se gouverner par la peur et de cette espèce d'effondrement dont tu parlais, d'effondrement psychique. Mais je dirais que ce qui est étonnant, c'est que, encore une fois, on en parlait hors antenne, cette sidération, je dirais pratiquement résignation. Tu vois, aujourd'hui, là, par exemple, depuis 2 jours juste, je reçois des policiers, je reçois des pompiers, je reçois des gens, des entrepreneurs, des gens qui disent oui, d'accord, on fait ce qu'on peut dans notre truc, mais on ne peut rien faire parce qu'il y a comme une espèce de chape de plomb qui est là et que disent oui, bah alors les plus optimistes disent il faut attendre 2027, les nouvelles élections présidentielles, et il faut renverser la table, mais quand vous voulez comment renverser la table, parce que la table, elle a été vissée. Je l'entends, enfin que ça, en tout cas chez un certain nombre, je ne dis pas que ça représente tout le monde, mais un certain nombre d'interlocuteurs, Marie-Estelle Dupont. Si tu veux, je pense que des tyrans, il y en a toujours eu. C'est-à-dire que le propre du pouvoir, Machiavel le disait, c'est de se maintenir en place. Et quand on le voit bien, quand il est en échec patenté sur le régalien, il devient obèse et il se justifie en étant très intrusif avec la vie intime des gens. Mais la particularité aujourd'hui, c'est que comme il n'y a plus du tout de notion de bien commun dans la tête des politiques et que la figure... Il n'y a plus de notion de bien commun, à ton avis? Non, il n'y a plus de notion de bien commun. Disons que tu sais, la figure du gentilhomme, elle a été un peu remplacée par la figure du requin. C'est-à-dire que c'est pas d'avoir des valeurs et d'avoir une certaine noblesse et un certain sens du bien commun et une certaine idée que le pouvoir doit quand même être au service de la protection des plus vulnérables. C'était quand même vaguement dans la tête de certaines personnes il y a très longtemps.
Aujourd'hui, c'est plutôt comment je maintiens mon poste et comment je place mes copains. Donc, on est plutôt dans la figure du requin. On le voit dans les entreprises. Pas un peu pessimiste. Non, mais dans les entreprises et dans les institutions publiques. Enfin, moi, j'ai quitté l'hôpital public aussi pour ça. On me demandait des choses qui violaient mon éthique. Tu sens qu'il y a quand même une torsion. On est quand même dans un moment de notre société parce que le sacré a été foulé aux pieds. Et moi, je trouve que d'ailleurs, cette volonté du progrès, de présenter comme un progrès le fait de tuer le plus facilement possible les gens, ça montre qu'on est un peu dans une société très sacrificielle, en fait. Mais je referme la parenthèse. On a l'impression que dans beaucoup de systèmes, on donne un avantage considérable à deux types de profils. C'est ce que je dis dans mon livre. C'est les profils pervers, qui ne sont donc pas guidés par un surmoi et une notion de bien commun, mais par le fait d'avoir le plus de pouvoir possible sur l'autre, et qui donc réduit l'autre au statut d'objet. À quoi il peut me servir? Est-ce qu'il peut me mettre en valeur? Est-ce qu'il peut exécuter les petites tâches? Est-ce qu'il peut me servir d'objet sexuel? Voilà. Ça, c'est la logique perverse, c'est pas la logique de l'altérité. Et puis, les profils dociles et soumis. Donc, tu disais pourquoi les gens, ils se sont laissés faire, mais parce que les gens avaient peur de perdre leur place, leur image sociale, leur gagne-pain pour certains, et que quand tu contrôles la peur, Machiavel le disait, tu contrôles l'âme des gens. Bien sûr. Et donc le pervers, il fait quoi? Il divise pour régner. À partir du moment où il va diviser, tu peux pas aboutir à un bien commun. Tu vas saper les bonnes volontés. C'est-à-dire que le système est tellement puissant, une fois que les pervers ont capté les postes à clé, que ce soit dans une grande entreprise, j'entends des gens en burn-out, ou ailleurs, ou des managers pervers qui vont pas être choisis pour leurs compétences, mais pour leur capacité à diviser l'équipe et à maintenir le pouvoir, qu'en fait, les gens qui ont envie de fonctionner de manière saine, ils finissent par être très anxieux, très déprimés, en burn-out, etc. Parce qu'à chaque fois, ils comprennent pas pourquoi, mais ils se prennent des gadins. Tu vois, ils sont pas mis en lumière, et donc ramener quelque chose de l'ordre de la santé mentale à l'échelle collective, c'est ramener pour moi la capacité de discernement. Mais je reviens à ça. Toutes les sociétés, restons dans l'Occident, mais toutes les sociétés ne fabriquent pas des pervers, ou c'est devenu aujourd'hui une espèce presque d'automatisme de fabriquer des pervers. La nature humaine, elle change pas. Mais le rôle d'une société, en tout cas d'une société saine, c'est de limiter les instincts de domination à des choses symboliques. Domination commerciale, domination rhétorique dans une joute verbale, etc., etc. Et plus tu casses les cadres symboliques et les lieux d'exercice d'une violence saine, notamment le débat public qui aujourd'hui est complètement hystérisé. Enfin, moi, je me suis fait traiter de complotiste d'extrême droite quand je disais qu'il fallait pas mettre de masque aux enfants. Et aujourd'hui, les mêmes journalistes qui font mine d'avoir complètement oublié leurs propos me disent « Oh, mais alors, vous aviez lancé l'alerte sur les troubles de langage et les retards de parole. » Voilà. Donc, oui, à l'époque, quand tu disais le masque, c'est vrai, et d'ailleurs, tu l'avais dit ici aussi, mais quand tu disais le masque fait ce qui fait déforme, et atrophie, on te traitait de complotiste. Tu sais, moi j'avais dit dans le Figaro en février 2021, on va avoir des jeunes qui seront soit très déprimés, soit très violents. On a les deux. C'était évidemment prévisible puisque la réalité, l'expérience du terrain qu'on avait, nous les cliniciens, nous montrer que de leur couper leur espérance, de leur couper les ailes, de leur dire de toute façon c'est foutu sur l'écologie, c'est foutu sur le Covid, donc restez chez vous, ne faites rien parce que vous seriez un danger pour la planète, un danger pour papy et mamie. On savait nous que c'était de la pédagogie noire, on savait que c'était toxique, on savait que ça allait laisser des séquelles. Alors à l'époque on voulait pas nous entendre, et puis aujourd'hui on reconnaît qu'effectivement il y a un problème sur la santé mentale. Mais on le reconnaît pour l'escamoter, parce qu'en réalité, on continue de casser la psychiatrie en France. Donc, je ne sais plus quelle est ta question, moi je me suis perdue en cours de route. Non, mais la question était de dire comment une société fabrique, et justement, je veux dire, parce que c'est important pour ceux qui nous écoutent, et ils sont nombreux, comme tu sais, en fait, comment on définit le pervers, justement, qu'il soit en entreprise, qu'il soit en politique ou ailleurs? C'est quoi le pervers? Enfin, comment pourrait-on le définir? Un fonctionnement pervers, c'est un fonctionnement qui n'a pas atteint... c'est un fonctionnement psychique qui est tellement immature qu'il n'est pas arrivé au stade de l'altérité. C'est-à-dire que le pervers ne va pas considérer la personne en face comme une personne dotée d'une sensibilité et des mêmes droits que lui. Il va le considérer sous l'angle de comment peut-il me servir ?
Ou comment, uniquement là-dessus. Comment puis-je le soumettre, et si je n'arrive pas à le soumettre, salir son image auprès des autres. On a tous eu des pervers, soit dans notre famille, soit dans notre environnement professionnel. On sait bien comment ça fonctionne. Si le pervers sent qu'il ne peut pas avoir de pouvoir sur vous, il va essayer d'en avoir sur les gens qui vous entourent en salissant votre image. Donc le pervers, il divise pour régner et il jouit de diviser. Ce qui semble évidemment impensable à quelqu'un qui n'est pas pervers, qui jouit de réunir, de créer du lien, que les choses se passent de manière harmonieuse. Ce qui fait que ils ont le bénéfice du doute. C'est-à-dire que les non-pervers se disent mais c'est pas possible de fonctionner comme ça, on peut pas fonctionner sans empathie, on peut pas jouir de détruire, on peut pas jouir du chaos. Et donc, j'en parle dans l'antimère à l'échelle familiale, mon père accordait le bénéfice du doute à ma mère. C'est pas possible qu'elle ait envie de détruire sa famille. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le pervers jouit en fait de cette destruction et il jouit de passer pour... Il se masque toujours de la vertu. Il te dit toujours c'est pour ton bien. C'est pour ton bien que je t'humilie, c'est pour ton bien que je t'enferme, etc., etc. Donc le pervers va utiliser des glissements sémantiques. Alors il y a eu un glissement sémantique dans la communication politique très important pendant le Covid, c'était qu'on a confondu le mot effort et sacrifice. Et pour moi je l'avais dit, j'avais dit cette communication, elle est pas bonne pour les jeunes parce qu'ils entendent qu'ils doivent faire un effort à un endroit où on leur demande de sacrifier des années qui sont irrattrapables au niveau de leur construction sociale. Et on voit bien comme aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont en difficulté dans les compétences sociales. Et c'est très intéressant parce qu'on se rappelle la phrase connue, présidentielle. Il n'a pas dit « j'emmerde les non-vaccinés », il a dit « j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout ». C'est une phrase qui était dans la presse écrite, c'était dans le Parisien, c'est intéressant. J'ai envie. C'est-à-dire, quelque part, il y a, je dirais pas une jouissance, mais il y a quelque chose qui est très forte et qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit, mais dans tout, par exemple, mais prenons un exemple, mais moi, je pense, ça, c'est la psychologue. Là, on fait une analyse, mais une analyse intéressante. C'est que, par exemple, depuis 10 ans, mais même plus, chaque fois qu'il y a une émeute, chaque fois qu'il y a une manifestation, chaque fois qu'il y a des milliards, des magasins saccagés, des histoires de refus d'obtempérer, etc., vraiment, on va pas tous les citer, il faudrait 5 heures. Il y a tel ou tel ministre, tel ou tel responsable, tel qui vient dire « Mais écoutez, mais non, on va être ferme. On va être ferme, c'est fini, on ne peut plus accepter ça. On sera implacable, on sera avec ces fauteurs de troubles. » Comme les marches blanches avec les petites filles qui sont assassinées. Ouais. Voilà. Oui, alors attention d'ailleurs à ne pas tomber dans un piège qui est de ne voir que le lait qui est mis en avant. Sans doute parce que ça fait plus de likes et plus de buzz, la destruction et la violence. Mais on tombe aussi dans le panneau d'un système pervers si on cesse de voir le beau de l'existence. Bien sûr, on est bien d'accord. Il faut parler donc, du beau je de pense l'existence. que On est bien d'accord. Et c'est là où moi j'allais dans les médias, mais j'allais dans les médias toujours en me disant attention parce que je dois à la fois lancer l'alerte sur quelque chose qui ne va pas bien, mais en même temps je dois immédiatement donner des outils pour espérer, parce que sinon je ne fais qu'aggraver le désespoir qui est engendré par ce sentiment que les gens ont. Mais ce n'est pas dans une émission en 5 minutes qu'on peut le faire, ça. On est bien d'accord. Que les gens ont d'être impuissants, parce que ce qui génère du désespoir, c'est jamais la difficulté. L'être humain, il est outillé, notre cerveau, il est fait pour la difficulté. Il est fait pour l'épreuve. Non, mais on est d'accord. En revanche, il n'est pas fait pour la perte de sens. Oui. Et des systèmes de société comme les nôtres où il y a une déspiritualisation majeure, où on fabrique la perte de sens. On fabrique la perte de sens, on le voit en entreprise avec les burn-out. On fabrique la perte de sens en vendant à l'être humain quelque chose qui est une fausse anthropologie. Et c'est là que je veux vraiment revenir sur ça, c'est que pour moi, les erreurs qui sont faites dans les sciences politiques, dans les sciences éducatives, en histoire, en psychologie, d'ailleurs maintenant c'est du développement personnel, la psychologie, c'est lié à la science, à la mère de toutes les sciences humaines. La mère de toutes les sciences humaines, c'est l'anthropologie, c'est-à-dire la définition qu'on donne de l'homme. Si une société se donne une mauvaise définition de l'homme, elle ne peut que commettre des erreurs, aussi bien dans le champ politique que dans le champ personnel. Très important ça. Alors écoutez, on va prendre une petite pause. On va parler de l'anthropologie, non, on va parler du sens, effectivement. C'est quoi le sens aujourd'hui? Et en fait, la question que vous posez, parce qu'on va pas retrouver la tendance du sacré, ni du médiéval, ni des siècles qui ont suivi. Mais on peut retrouver une transcendance, on peut retrouver effectivement, en tout cas une cause commune, un effort commun, une décence commune, comme disait un certain Orwell. Et c'est le plus important, comment le définir. Je crois que ça, c'est vrai, Marie-Estelle Dupont, ça c'est très important d'en parler. On le fait après cette petite pause. Et je vous rappelle, si vous avez des questions à poser, 0826 300 300, 0826 300 300, vous pouvez nous appeler sur le standard de Sud Radio. Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
Et je ne suis pas le seul. Marie-Estelle Dupont, psychologue, elle analyse tous les états. Elle n'est pas dans tous ces états, mais elle les analyse. Se délester du poids du passé, le livre sur les parents, l'antimère. Et on parlait justement de ce qui fait société et surtout ce qui défait société aujourd'hui. Et on parlait d'anthropologie, mais je voudrais être très concret, Marie-Estelle Dupont. Effectivement, aujourd'hui, on va pas parler d'un modèle de société, mais qu'est-ce qui fait que justement tout s'est rapetissé, givaroisé sur l'individu, et que quand on parle du bien collectif, on ne sait même plus ce que ça veut dire le bien collectif. Quel pourrait être aujourd'hui un bien collectif dans des pays comme le nôtre? Parce que l'anthropologie qui est en fait à l'œuvre, l'anthropologie dominante à l'œuvre et qui est dans le mindset de nos politiques, qui sont à peu près tous formés de la même manière, c'est l'anthropologie progressiste. L'anthropologie progressiste, c'est Dieu est mort, le Dieu c'est le progrès. Ce Dieu est impitoyable parce qu'il a la caution de la rationalité, mais c'est une rationalité qui est coupée du réel, donc c'est une folie résonante, c'est presque quelque chose de paranoïaque parfois. Et donc au nom du progrès, au nom du bien, on va redéfinir les conditions même de l'existence humaine. Alors qu'une anthropologie qui est saine, c'est une anthropologie qui regarde l'homme comme une partie d'un tout, qui ne peut pas exister sans lien. On voit bien que aussi bien les tout petits bébés que les personnes âgées meurent quand ils sont privés de liens humains, et que l'existence, elle est d'emblée réticulaire, elle est d'emblée lien. Et dans l'anthropologie progressiste, en fait, tu as une vision extrêmement mécanique, statistique, normative de l'être humain, qui est définie par ses conduites, les calories dont il a besoin, son coût, sa rentabilité. Et en fait, quand tu vois l'être humain uniquement comme un consommateur contribuable, tu ne peux que mettre en place une violence légitime. Tu ne peux que mettre en place des lois violentes, puisqu'elles escamotent la subjectivité et la sensibilité de l'être humain. Et quand ça va jusqu'à la disparition de la biologie, comme par exemple les mouvements du genre, les théories du genre, parce que on peut parler, c'est un exemple, parler de ça. Non, oui, mais alors c'est un exemple très intéressant parce qu'il s'en prend à ça et la GPA, je trouve c'est très intéressant parce que c'est vraiment des instrumentalisations de la GPA, science. La gestation pour autrui, une instrumentalisation de la science où, encore une fois, on fait croire que c'est au nom du bien et du progrès, qu'en réalité, on revient sur quelque chose de fondamental qui est d'une part notre nature de mammifère, et donc le bébé humain, quand il sort du ventre de sa mère, a besoin du corps de sa mère. Et le chimérisme materno-fœtal qui a montré depuis les années 60 que pendant 27 ans je porterais des cellules de mes bébés et que mes enfants porteraient des cellules de leur mère, c'est complètement escamoté. Donc là tu vois bien comment, sous prétexte de progrès, de rationalité et de science, en fait on est dans quelque chose de religieux où on nie des évidences absolues et des vérités scientifiques qu'on connaît depuis très longtemps. Et c'est pareil sur la question de la différence des sexes. On s'en prend à la différence des sexes qui est fondamentale dans une civilisation. Et oui, absolument. Je crois que nous avons beaucoup d'auditeurs qui appellent. Oui, en attente, Maud. on a d'abord Richard qui appelle de Toulouse. Oui, bonjour Richard. Bonjour Richard. Oui, bonjour à vous. Bravo pour l'intervention. Merci. Et en fait, j'avais une question. Est-ce qu'il n'y a pas des organisations perverses en fait aujourd'hui? Parce que c'était un peu au début de votre intervention. C'est pour le Covid. Moi, je travaille dans l'industrie et je me suis aperçu que les consultants utilisent beaucoup la méthode de John Kotter pour faire imposer des changements en réalité. Des gens qui l'attendent pas forcément. Donc, on crée un sentiment de panique. On crée une coalition qui remplace les structures existantes, on fabrique des héros, on ostracise les gens qui refusent de suivre. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on a complètement appliqué ça pour le Covid, on peut faire le parallélisme, et je pense qu'il faut que les gens soient éveillés à ça. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on n'a pas même des organisations aujourd'hui qui deviennent perverses? Est-ce qu'il n'y a pas de structure de pervers qui s'organisent? Ah mais si, mais pour moi c'est pas qu'il y a plus. Le problème n'est pas qu'il y a plus d'individus pervers. Le problème est que le système, en ayant cassé les cadres de régulation comme le surmoi à l'échelle nationale, des contre-pouvoirs très importants, etc., permet aux plus pervers de prendre les postes clés, et donc ça ruisselle, et ça fait que les gens, pour pas crever, s'adaptent et se mettent à fonctionner de manière perverse, et apprennent à fonctionner de manière perverse. Par exemple, il y a des entreprises que je ne citerai pas, où les managers sont formés à des méthodes de division, d'humiliation, d'ostracisation du salarié qui pose trop de questions, et donc à des méthodes perverses. Et c'est pareil dans le commerce et le marketing, pardon, mais quand vous êtes dans la rue avec des petits-enfants et que vous voyez des abribus avec des publicités, c'est super important de lui dire, alors tu vois, sur la publicité, il y a ça, et toi, ça te fait quoi? Parce qu'en fait, dans le marketing, il y a des ressorts évidemment d'infantilisation perverse pour inciter le consommateur, tout en se faisant croire qu'il est libre de faire le choix qu'il fait, à aller
par petits coups de nudge, de petits coups de coude, vers le choix qu'on attend de lui. Et d'ailleurs, le directeur de l'Institut BVA Nudge pendant le Covid avait dit que les attestations avaient été rédigées à dessein de manière très protocolaire, très solennelle. Les attestations qu'on signait soi-même pour aller promener son chien, pour que les gens obéissent. Et donc ça, c'est évidemment des ressorts de sémantique perverse, bien sûr. Nous avons, merci Richard, nous avons... également Marc qui appelle d'Oléron. Marc, bonjour. Ah, c'est joli, Oléron. Oui, bonjour, non, de l'Hérault. Ah, de l'Hérault, pardon, excusez-moi, pardon. Non, il est de Villeneuve-les-Béziers, Marc, c'est bien ça. C'est bien ça, merci André. Et merci André pour à chaque fois les invités que vous faites intervenir, parce que c'est une jouissance, en fait, c'est une bouffée d'oxygène et on se sent moins seul dans notre quotidien. Merci Marc. Et encore aujourd'hui. Et donc, simplement, alors il y aurait beaucoup de choses, je vais essayer d'être bref. La gestion, je confirme ce qu'a dit Alexandre, c'est-à-dire la gestion par la terreur, ça c'est ce qu'on vit au quotidien, en tout cas moi je le vis. Et non seulement effectivement on fait monter dans la hiérarchie les pervers, mais aussi les pervers qui savent obéir. Parce que si un pervers est un électron libre, on peut pas lui imposer de pérenniser le système. Et moi je vois beaucoup de pervers, effectivement, qui ont une certaine capacité à obéir, et c'est cela qu'on fait monter. Ensuite, je voulais faire une remarque aussi, effectivement, sur ce qu'a dit votre intervenante, par rapport au... Elle a pris l'exemple des futurs genres de médecine du secteur médical. Moi, j'ai une nièce filleule qui vient d'être chirurgienne réparatrice. Et effectivement, ces jeunes-là n'ont aucune éducation générale, n'ont aucune culture générale. Et des fois, je me demande comment elle va gérer... Alors, dans les études, dans la formation, parce que heureusement, il y a quand même des médecins qui ont une famille qui leur a fourni des éléments de lecture, etc. Mais si ça vient pas du terreau familial ou de leur propre envie, effectivement, ça devient assez pauvre. L'enseignement se fait à coup de QCM. Mais heureusement, il y a des médecins qui sont... Oui, Marc. Vous avez tout à fait raison, et je pense à ces parents qui, heureusement, eux, sont un peu avisés de tout ça. Et puis, enfin, dernier point, est-ce que vous ne voulez pas aborder le risque zéro, dont on nous rabâche les oreilles et que vous n'avez pas encore abordé? Qu'est-ce que vous appelez le risque zéro, en l'occurrence, Marc? La culture du risque zéro, c'est-à-dire qu'on fait croire aux gens qu'on peut atteindre le risque zéro alors que ça n'existe pas. Dans la vie, il y a toujours des risques, et bien même on arriverait à aboutir au risque zéro, ben après la vie sera fade. Alors évidemment c'est facile à dire quand on est confortable et qu'on n'a pas de soucis, mais il n'en reste pas moins que je pense que le risque zéro c'est une façon d'entretenir les gens dans la recherche vaine du sans danger. Alors Marc, vous parlez autrement du principe de précaution appliqué jusqu'au bout. Oui, on peut l'appeler comme ça. Tout à fait. Oui. Marie-Estelle Dupont. Ça me fait penser à quelque chose, la question du risque zéro. C'est que moi, je m'étais dit, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait eu dans l'actualité un homme qui ouvrait son bar tabac un matin vers 6h et qui avait été attendu par des délinquants qui s'en étaient pris à lui. Et puis en fait, cet homme s'était défendu. Et donc, évidemment, les médias avaient à nouveau reparlé de l'insécurité, de la violence qui montait, etc., etc. Et moi, je m'étais dit, ce qui me pose problème, c'est que c'est un peu ambivalent. À force de le montrer, c'est une réalité, et en même temps, à force de la montrer, on va aboutir à quelque chose de très pervers, c'est-à-dire que c'est les honnêtes gens eux-mêmes qui ne violent jamais la loi, qui vont réclamer la société de contrôle et la société de surveillance pour se prémunir de cette violence que l'État a été totalement incapable de juguler, voire à tirer des bénéfices secondaires qu'elle se développe. Et du coup, on va arriver à une société de surveillance par la demande même des gens qui n'auraient pas besoin d'être surveillés. Et alors là, on va faire le bonheur de la super technostructure de Bruxelles qui n'a qu'une envie, c'est de nous contrôler le plus possible. Oui, sauf que les gens qui demandent, sauf que les gens ont, je crois, beaucoup compris que cette société technologique de Bruxelles, elle fabrique l'insécurité. Au contraire, ça c'est un autre problème, mais qu'il faudrait voir. Oui, mais est-ce qu'ils ont compris pourquoi? Elle fabrique la violence parce qu'elle déshumanise tout. Non, elle fabrique parce qu'elle a décidé d'abolir toute frontière, d'abolir tout sentiment d'identité, et donc on ouvre tout et open bar. Je ne parle pas seulement d'immigration, je parle en général. C'est ça qui s'est passé aussi. C'est que, au contraire, les mondialistes, globalistes, eux, la sécurité, ça ne les gêne pas parce que ça ne les éteint pas.
Au contraire, c'est très bien. On fait la peur, on demande l'autorité, et sous ce prétexte d'autorité, ils vont très très bien établir, et on augmente la peur. C'est-à-dire, ça marche très très bien, ce système. Le problème, c'est des gens qui sortent de ce système et qui rétablissent, quand je dis les frontières, pas seulement extérieures mais intérieures. Mais on va en reparler. On a un troisième auditeur, Jérôme de Haute-Garonne. Oui, bonjour Jérôme. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à votre invitée Madame Dupont. Écoutez, en préambule, j'ai écouté ça dans la voiture, et puis à un moment donné, je voulais vous remercier Madame Dupont parce que je vous écoute bien depuis le début. Et en fait, vous avez tout simplement structuré une pensée sur mes ressentis. C'est toujours agréable. Oui. C'est mon travail. Voilà. Mais c'est extraordinaire. On n'a pas toujours effectivement ni la formation de base et puis ni la capacité à le faire. Et là, voilà, ce ressenti, Merci. ce glissement. Moi, j'ai 58 ans, j'ai 2 petits-enfants, j'ai 3 enfants, dont un TDAH le dernier, et puis un qui a une maladie, en tout cas psychologique ou psychiatrique, je ne suis pas compétent, pas traité. Oui. Bon, en fait, donc j'ai vu, si vous voulez, ce glissement sociétal, ce délitement, ce normatif. C'est-à-dire que il y a eu tellement d'échanges riches avec vos interlocuteurs aussi que ça m'a un peu coupé la question, mais je vais arriver à la formuler. Mais effectivement, on est dans une... Moi qui ai 58 ans, qui suis en 67, mon grand-père était prisonnier au Stalag 2B, mon père a fait 3 ans et demi d'Algérie. C'était des gens qui avaient peur de rien. Et moi j'ai été élevé par des gens qui ont peur de rien. En gros c'est ça. Sauf de mourir dans d'atroces souffrances. En gros c'est ça. Et aujourd'hui effectivement cette normalisation, ce comportement, ce politiquement correct, ça me fait mal au ventre parce que j'ai l'impression que les gens, ça masque, on ne se structure pas, on porte tous un masque social, personnel, etc. Je m'adresse aux psychologues là. Mais quelque part, il y a de plus en plus de masques, c'est-à-dire les gens, même entre amis, ils n'osent même pas, je dirais, sortir de la norme. Et ça me fait peur. Alors, vous allez dire que la peur fait peur. N'écarte pas le danger. Non, mais voilà, en tout cas, ça m'attriste parce que je voudrais pas que nos jeunes, effectivement, on est en plein Orwell, quoi. Vous l'avez dit, ça a été répété. On y est en plein. Et vous êtes d'accord, c'est-à-dire que, quelque part, on va droit à l'abattoir. Les gens seront heureux d'aller à l'abattoir. Et surtout, à un moment donné, d'y envoyer les autres. Mais quand on viendra les chercher à eux, il n'y aura plus personne pour rien dire. C'est le problème, oui. Merci Jérôme, merci. Je pense que pour comprendre les ressorts de la peur, c'est très important de comprendre la falsification du langage. D'ailleurs, Orwell en parle. Il y a l'appauvrissement de la langue déjà. Le meilleur antidote à la peur, moi je le vois en consultation, c'est que les gens mettent des mots sur les choses. Et donc plus on a de nuances fines pour exprimer ses émotions, etc., plus on arrive à construire un chemin en dehors de la prison de la peur. Et l'appauvrissement du langage, c'est une prison sans clé, puisque vous n'avez même pas les mots pour penser le déficit qui organise toute votre confusion mentale, puisque les mots, c'est des petites boîtes dans lesquelles on met des petits bouts de la réalité. Donc si on a, c'est ce qu'on fait quand on a des jeunes enfants à la maison, on met des petits bouts de la réalité dans des petites boîtes qui s'appellent les mots, et petit à petit, ça les aide à structurer leur pensée. Donc l'appauvrissement de la langue, plus les glissements sémantiques et la falsification des débats, empêche les gens, vous voyez, sur la question là de la fin de vie, c'est quand même un débat civilisationnel absolument majeur. On ne parle pas d'euthanasie. Fin de vie. D'ailleurs, le mot euthanasie n'est absolument pas, il n'est pas une fois mis dans le texte de loi. Dans le texte de loi, pas une fois. Qu'est-ce qu'on ne te dit pas dans ce débat ? C'est qu'il y a que 50% des Français qui ont accès aux soins palliatifs, que 3% des gens qui ont des douleurs chroniques qui sont réellement bien pris en charge, que en fait la loi Leonetti permet déjà des sédations longues et prolongées et profondes de gens qui ne sont ni curables ni simples à soulager. Et donc on escamote le débat au moment où il est posé, le jugement est déjà tranché en fait, parce qu'on a falsifié les termes du débat. C'est un des exemples les plus récents. On va juste prendre une dernière petite pause avant de conclure avec Marie-Estelle Dupont, de conclure. Merci à l'auditeur. Ce n'est pas évidemment une conclusion définitive, on en parlera encore beaucoup de ces malaises dans la civilisation. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Toujours et plus que jamais avec Marie-Estelle Dupont, effectivement, je crois qu'on a fait un premier inventaire, il faudrait des heures, mais je pense que nous allons renouveler
effectivement ces entretiens sur les malaises dans la civilisation et surtout le pourquoi et comment la société dans laquelle nous vivons fabriquons un certain nombre soit de pervers, soit de systèmes fermés. Et surtout, moi je voudrais, on arrive à la fin de cette émission, Marie-Estelle Dupont, c'est pas en 2 minutes, 3 minutes qu'on va créer, dire ou inventorier les instruments de la libération, mais qu'est-ce qui pour vous est le plus important? Je veux dire, après tout, pour dire aux personnes, c'est quoi? C'est lisez, c'est ouvrez quoi? Qu'est-ce qui est le plus important, je dirais, dans la démarche intérieure, dans la démarche psychique, dans la démarche mentale? Alors deux choses. D'abord, Carl Gustav Jung, et quand même un de mes maîtres à penser, avait très bien vu que l'homme occidental ne se définissait que par l'extériorité et avait du mal à penser son intériorité. Et dès lors qu'un homme est vidé et coupé de son intériorité, il n'est plus en capacité de penser ce qui lui arrive et donc il est très manipulable. Donc travailler sur soi et avoir une véritable introspection, c'est extrêmement important pour aussi pas se laisser déprimer et penser qu'on peut rien faire. On peut déjà faire tout ce qu'on peut faire et c'est déjà beaucoup, notamment avec nos enfants. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense que quand tu dis il faut lire, oui, il faut lire, mais il faut lire quoi? Je crois qu'il faut lire les grands penseurs parce que un des problèmes aujourd'hui, c'est que dans ce système, il y a une forme de papellardise ou d'hypocrisie d'un certain nombre d'intellectuels qui, pour rester bien vus, se coupent d'une partie de la réalité sensible et donc font des élucubrations intellectuelles, mais qui ne mettent justement pas des mots sur les mots, ce que, MAUX. les mots et puis même le ressenti, même sans être un mal. Et les gens ont besoin d'avoir des petites fléchettes sémantiques, voilà, pour penser ce qu'ils vivent, pour le comprendre. Et ça, je crois que c'est plutôt les grands penseurs, parce que Marcel Decort le dit très bien dans L'intelligence en péril de mort. L'intelligentsia, à un moment donné, s'est coupée de la base de la réalité sensible, et donc elle pense en rond, elle se donne raison à elle-même, elle s'autoproclame. On l'a bien vu pendant la crise, des intellectuels qui s'autoproclamaient sachant. Et puis 5 ans après, ils se retournent leur veste et ils disent comme moi sur la santé mentale. Et c'est insupportable, en fait. Donc, je crois qu'il faut retourner aux grands penseurs de la réalité. Il y a Sénèque, il y a voilà tout, et puis plein d'autres. Il faudrait qu'on se fasse une liste comme ça et qu'on le dise. Non, mais c'est très important, effectivement. Il y a les fondamentaux. Moi, mon fils aîné, pendant la crise, je lui ai fait lire Huxley, je lui ai fait lire Orwell, je lui ai fait lire... voilà, il aime lire, il sent qu'il possède quelque chose en lisant que ceux qui ne lisent pas n'ont pas. Voilà ce que je leur dis, vous avez écouté, merci, mais surtout, ensuite, allez lire. Oui, puis critiquez ce que vous lisez. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu lis? Bien sûr. Merci Marie-Estelle Dupont. Merci André.